Et l'invité politique du jour, Yann Brossat, maire adjoint de Paris en charge du logement et porte-parole du PCF. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. La mort d'Elisabeth II, quel symbole, la monarchie, l'unité d'une nation. Nous allons l'évoquer avec votre regard de politique, mais aussi de professeur d'histoire. À la une aussi avec vous, à la veille de la fête de l'UMA, le PC, la gauche et la crise de l'énergie. Commençons donc par la disparition de la reine Elisabeth après 70 ans de règne. Pour vous, dirigeants communistes, qu'est-ce qu'elle représente ? Je ressens comme beaucoup de Français et comme beaucoup de gens dans le monde entier, je crois, une forme d'émotion, parce que nous avons tous eu le sentiment d'avoir vécu avec elle depuis notre naissance. Donc cette émotion-là, au-delà des positions politiques qu'on peut avoir, moi je suis évidemment très attaché à la République. Je crois qu'on ressent cette émotion-là, bien sûr. Bon, j'avais par ailleurs... République et monarchie peuvent cohabiter. Oui, enfin, en tout cas, moi je pense qu'on devrait vivre dans un monde où les seuls dirigeants sont des dirigeants élus. Mais enfin, en tout cas, la situation est différente là-bas et j'ai évidemment un sentiment de respect vis-à-vis d'elle, qui était par ailleurs... Vous l'aviez rencontrée, hein ? Oui, je l'ai rencontrée à l'occasion d'une visite à l'hôtel de ville en 2014, en juin 2014. À l'époque, Anne Hidalgo l'a reçue à la mairie. J'étais déjà maire adjoint en charge du logement et la maire de Paris lui a présenté ses adjoints et elle lui a présenté son adjoint communiste au logement. Et à ce moment-là, la reine d'Angleterre a esquissé ce sourire un peu énigmatique qu'on lui connaissait bien. Et tout ça est resté gravé dans ma mémoire. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, c'est resté gravé dans ma mémoire. Vous vous êtes senti déstabilisé quand il y a eu ce petit sourire un peu énigmatique ou pas, non ? Non, ça m'a fait sourire moi aussi, parce que la situation était un peu cocasse. Je ne suis pas persuadé que la reine d'Angleterre s'imaginait qu'il puisse y avoir un adjoint communiste à la mairie de Paris. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle elle incarnait quand même, le symbole d'une unité aussi, pour beaucoup de gens. Pour vous aussi ou pas ? Oui, l'unité et le respect des institutions démocratiques. Elle n'a jamais mordu le trait sur quoi que ce soit. Et je pense que c'est ce qui faisait que les Britanniques l'appréciaient aussi. Oui, c'est ça. Quel regard vous portez sur Charles III maintenant ? Un regard assez distant. De ce que je comprends, il est moins populaire qu'elle. Mais enfin, la popularité, ça s'acquiert. Ça s'acquiert, ou parfois c'est encore plus difficile quand on est aux affaires, hein, on le voit pour certains. Yann Brossat, revenons à la crise de l'énergie avec cette proposition choc de Fabien Roussel, hein, votre patron. Il appelle les maires, les présidents des collectivités, mais aussi les entreprises non soumis aux tarifs réglementés de l'énergie à ne pas payer leurs factures lorsque celles-ci explosent. C'est un peu d'ailleurs le don't pay en Grande-Bretagne, pour rester en fait dans ce parallèle avec l'actualité ce matin de la Grande-Bretagne. C'est quoi ? C'est un appel à la désobéissance, hein ? Oui, c'est un appel à la résistance républicaine. On est dans une situation qui est complètement délirante, avec des collectivités locales qui ne vont pas, de toute façon, être en capacité de payer leurs factures. Je pense notamment à Jean-Pierre Bozino, qui est le maire de Montataire, dans l'Oise, et qui a décidé de ne pas payer ses factures, tout simplement parce que s'il les paye, vu comme elles s'envolent, il va être obligé de fermer toute une série de services publics. Et on se retrouve dans une situation complètement dingue, où des maires vont devoir choisir entre les activités périscolaires des gosses, les piscines ou payer ses factures. Et donc, à un moment donné, que des maires se lèvent et disent « stop », nous sommes dans une situation qui est insupportable pour nos populations, notamment dans des villes populaires. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Oui, mais alors les ménages vont dire la même chose, puisqu'ils doivent faire le choix entre payer les études pour leurs enfants, vivre, etc., et payer leurs factures. Don't pay également. Non, mais c'est un appel à cette fameuse désobéissance qui peut aller au-delà des maires et des patrons d'entreprise. Mais en tout cas, que cette situation soit insupportable et qu'elle soit devenue délirante, bien sûr, je l'assume. Et la question qu'on devrait se poser, la question que le gouvernement devrait se poser, c'est comment on en est arrivé là. Parce que c'est un peu facile de tout mettre sur le dos de la guerre, de tout mettre sur le dos du Kremlin. Non, enfin, c'est vrai. Il y a des décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été prises au Kremlin, mais qui ont été prises à l'Élysée depuis maintenant de nombreuses années et qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes. Le choix de se passer du nucléaire, le choix de fermer Fessenheim, ce sont des décisions concrètes qui ont été prises par nos gouvernants. Et ce sont des décisions qu'aujourd'hui, on paye cash, c'est le cas de le dire, avec l'envolée des factures et avec une perte de souveraineté énergétique. Est-ce qu'il y a un risque de plonger le pays dans le chaos quand même, avec ce genre d'appel ?
Non, ce qui plonge le pays dans le chaos. Non, ce qui plonge le pays dans le chaos, ce qui sème le désordre partout, c'est cette libéralisation à outrance qui nous conduit à cette envolée des prix. Il y a en réalité deux dogmes qui nous tuent dans cette affaire. Le premier dogme, je l'ai dit, c'est le dogme antinucléaire. Le deuxième dogme, c'est le dogme libéral qui a consisté à libéraliser ce secteur, à l'ouvrir à la concurrence. Pourquoi on a ouvert ce secteur à la concurrence? On avait une entreprise publique, EDF, avec un monopole public. Ça fonctionnait très bien. Je suis suffisamment vieux, il faut aussi pour l'avoir connu. Ça fonctionnait très bien. Et on nous a expliqué, il faut créer une concurrence. Il faut mettre en place des fournisseurs alternatifs. Aujourd'hui, avec les marchés européens. Aujourd'hui, on a des fournisseurs alternatifs qui se fournissent auprès d'EDF. EDF leur vend à perte. Tout ça pour organiser la concurrence. Ça sert à quoi? Ça nous a apporté quoi? La facture d'électricité depuis 15 ans, elle a augmenté de 60% en France. Elle est belle, la mise en concurrence. Est-ce que l'une des solutions serait d'en finir aussi avec les sanctions contre la Russie, comme le proposait par exemple hier Nicolas Dupont-Aignan? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réfléchir à la nature des sanctions qu'on met en place. Parce que des sanctions qui, au final, nous pénalisent plus que les Russes, ça peut effectivement nous interroger. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais qu'en tout cas, une réflexion soit menée sur le sujet, à mon sens, ça ne doit pas être tabou. Et à mon sens, il faut concentrer nos sanctions sur les oligarques. Combien on a saisi de villas sur la Côte d'Azur, propriété d'oligarques russes? Il y a eu des gels, c'est-à-dire que quand même, les relations sont beaucoup plus compliquées pour eux, pour sortir de l'argent. Mais c'est la clé de l'affaire, parce que évidemment, les Français, si au final les sanctions pèsent sur eux plutôt que sur les Russes, ils peuvent se poser un certain nombre de questions. Il y a une réunion qui doit avoir lieu au niveau européen aujourd'hui pour évoquer justement ce dossier de la crise énergétique. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, au niveau européen, cette fois-ci? Moi, ce que j'en attends, c'est qu'on change les règles et qu'on permette aux différents États de l'Union européenne de récupérer leur souveraineté en matière énergétique, qu'on ne soit pas soumis à ce marché unique de l'énergie qui fait par exemple que le prix de l'électricité en France est calé sur le prix du gaz. C'est complètement débile. Tout ce système marche sur la tête, et donc que la France retrouve sa souveraineté énergétique et que nous ayons la possibilité de fixer nous-mêmes nos prix à partir de nos productions, plutôt que de se caler sur le prix du gaz allemand, ce qui est le cas aujourd'hui. Le Conseil national de la refondation hier, à l'issue de ce conseil qui a été boycotté par une grande partie des partis politiques, notamment évidemment de l'opposition, Emmanuel Macron a annoncé une grande consultation en ligne et de possibles référendums sur des questions qui ont été évoquées hier. Vous y croyez ou pas? À chaque fois que le président de la République a été en difficulté, il a annoncé une grande concertation, des référendums, et au final, il s'est assis sur l'ensemble des choses qui se sont dites au moment de la concertation. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu avec la Convention sur le climat, tout ça n'a débouché sur strictement rien. La montagne à chaque fois a accouché d'un souriceau. Enfin, en tout cas, si jamais demain il y a un référendum, nous avons des idées de référendum à lui soumettre. Qu'il soumette par exemple sa réforme des retraites à référendum, et on verra bien quel en sera le résultat. Bon, alors ça c'est une autre histoire. La fête de l'humain ce week-end, est-ce que toute la gauche doit y être? D'abord, nous n'imposons rien à personne. Nous lançons des invitations, et je suis très heureux de constater que cette année, tout le monde vient. Tout le monde, c'est-à-dire? Tout le monde, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire l'ensemble des composantes de la gauche, Olivier Faure, Julien Bayou, Jean-Luc Mélenchon, autour bien sûr de Fabien Roussel, qui est la puissance invitante. Jean-Luc Mélenchon, après 6 ans d'absence, c'est lui qui règne en quelque sorte sur la gauche aujourd'hui. Alors, non, personne ne règne. Y compris sur le PC, personne ne règne. Nous ne sommes pas en monarchie à gauche. Nous sommes très attachés à la République. Non, pour le reste, nous sommes des forces politiques différentes. Nous avons construit une coalition, et je pense qu'on a bien fait, parce que sinon on aurait été rayé de la carte. Vous évoquiez le nucléaire tout à l'heure, et que vous n'êtes pas d'accord par exemple sur le nucléaire avec Jean-Luc Mélenchon. On peut tout à fait se rassembler sur des questions majeures. C'est central. Vous l'avez évoqué. Oui, mais nous ne l'avons jamais caché. Et y compris pendant la campagne législative, nous avons dit que ça fait partie des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous considérons au Parti communiste qu'on ne mènera pas le combat climatique, qu'on ne mènera pas le combat du pouvoir d'achat si on renonce au nucléaire. Yann Brossat, Éric Nolot, dans son édito tout à l'heure, revenait sur la tribune de Bernard Cazeneuve. Est-ce que le PC n'est pas toutouisé, entre guillemets, par LFI comme le PS? Non, je ne le pense pas, et d'ailleurs je crois que personne ne le pense. Et Fabien Roussel a fait entendre une voix différente pendant la campagne présidentielle, et pour en discuter régulièrement avec lui, je sais qu'il continuera à le faire, et il a bien raison, parce que
sa voix est différente de celle des autres. C'est la voix d'une gauche des territoires, d'une gauche populaire, d'une gauche républicaine, et elle a besoin de se faire entendre. Oui, et en vue des prochaines élections 2024, alors candidat unique ou alors chacun dans son camp? Les élections européennes, c'est une élection de liste, donc on verra bien. Par ailleurs, ça supposerait de se mettre d'accord sur les enjeux européens. Une alliance, pour qu'elle soit sérieuse, il faut qu'elle soit crédible, et pour qu'elle soit crédible, il faut qu'il y ait un accord sur le fond. S'il y a bien un sujet sur lequel, par le passé, la gauche s'est beaucoup écharpée, c'est l'Europe. Est-ce que la situation a évolué depuis? Ça reste à vérifier. Bon, aujourd'hui, vous avez vu que le meilleur opposant, selon les Français, un sondage de cette semaine, c'est LFI. La France Insoumise. Oui, mais je vois aussi que dans les sondages de popularité, Fabien Roussel est très haut. Je crois que c'est la deuxième figure préférée à gauche, et puis il est neuf, donc il a encore des marges de progression. Il y a encore des Français qui ne le connaissent pas. Pour les Français qui ne le connaissent pas, oui, c'est ça. Oui. C'est son franc-parler. Son franc-parler, son souci du concret, son ancrage dans le territoire. Il est élu de Saint-Amand-les-Eaux, et il n'y a pas tant de responsables politiques de gauche qui sont élus de ce type de circonscription, qui se coltinent des circonscriptions où le Rassemblement national est très haut. En vue de cette reconstruction possible de la gauche, est-ce que vous pourriez le faire davantage avec, comme vous l'avez fait avec la NUPS, avec LFI, ou peut-être de nouvelles forces de gauche qui ont été évoquées encore une fois par Éric Nolot tout à l'heure, c'est-à-dire une partie en fait du PS, des gens aussi comme Michel Onfray par exemple, ou d'autres? Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'aujourd'hui à gauche, il y a de nombreuses voix qui disent des choses assez conformes à ce que dit Fabien Roussel. J'entends ce que dit François Ruffin, par exemple, sur la place du travail, sur toute une série de sujets qui sont liés à ce qu'il vit dans sa circonscription. Ça correspond assez à ce que dit Fabien Roussel. Oui. Merci beaucoup, Yann Brossa. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Maire adjoint de Paris en charge du logement et porte-parole du PC, de la fête de l'UMA. Demain, j'ai pas vu les affiches. Il y a des grands concerts comme d'habitude. Bien sûr. Comme je suis un peu vieux, je suis pas conscient de tous les concerts de rap, mais il y a notamment Dutronc qui sera là, il y a Benjamin Biolay, il y a Christophe Mahé, enfin bref, venez nombreux. Voilà. Merci en tout cas. Dans un instant, on va continuer évidemment la revue de presse, on va revenir aussi avec le témoignage d'une Anglaise qui est charnière, elle a la cinquantaine, donc elle m'a raconté hier soir en l'ayant au téléphone que finalement elle assurait un certain trait d'union, la reine, entre toutes les générations, sa fille de 20 ans comme sa mère de 70 ans. On verra ça dans un instant. Éric Nolot et Guillaume Bigot en débat, et vos appels 0826 300 300. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.